Chers collègues, Monsieur Davis, merci d'être venu parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. Donc je vous précise à tous que cette audition fait l'objet d'une traduction simultanée. C'est pour ça peut-être que nous sommes dans cette très belle salle qui nous fait penser aux Nations Unies. Et je remercie par là même l'équipe des traducteurs. Monsieur Davis, comme vous le savez, la création de notre commission d'enquête fait suite aux révélations sur les Uber Files, dont vous êtes à l'origine, à travers le collectif de journalistes d'investigation internationale, l'International Consortium of Investigative Journalists, en juillet 2022. S'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine, datés de 2013 à 2017, votre enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour s'implanter en France et dans d'autres pays européens, des véhicules de transport avec chauffeur VTC venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes qui était réservé jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre les décideurs publics et les représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'ubérisation en France, et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. À mesure où vous êtes à l'origine de la création de notre commission d'enquête, il nous a paru important de vous auditionner pour que vous puissiez nous expliquer le fonctionnement du consortium international des journalistes d'investigation, la manière dont vous avez travaillé avec vos collègues français que nous avons eu l'opportunité d'auditionner il y a 2 semaines sur le dossier Uber Files pour exploiter tous ces documents. Il est surtout très important que vous puissiez nous expliquer les faits que vous avez dénoncés au Royaume-Uni et en Europe, dans le respect du secret des sources, bien évidemment, afin de nous permettre de comprendre le contexte international, d'identifier les responsabilités de chacun des acteurs. On serait aussi très intéressé de savoir si la stratégie de lobbying d'Uber en France est différente ou non de celle qui a été mise en œuvre dans d'autres pays européens comme au Royaume-Uni. S'il y a des pays dans lesquels cette stratégie pour implanter son modèle économique n'a pas fonctionné, si oui, pour quelles raisons? Nous sommes aussi à votre écoute pour connaître les recommandations qui vous sembleraient nécessaires de mettre en œuvre pour améliorer la transparence dans la relation entre les lobbies et les décideurs politiques, en particulier au niveau européen et français. Je serais, moi, très intéressé effectivement par cette dimension-là. Vos collègues du Monde ont mis en avant les modèles britanniques ou américains sur la question de la transparence des relations entre entreprises, groupes d'intérêt et décideurs publics. On a un débat, par exemple, sur des sujets comme la traçabilité des amendements, ce genre de sujet. Donc, je serais très intéressé de savoir comment ça fonctionne au Royaume-Uni, s'il y a des éléments dont vous pensez que la France pourrait s'inspirer. Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter et répondre à ces premières questions, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc je vais vous inviter à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. I swear. Parfait. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose de commencer avec un propos liminaire, et puis après on aura, je pense, des questions, Président, de la rapporteure et puis des membres de notre commission d'enquête. Oui, je t'attends une minute. I'll begin then.
Thank you very much for inviting me Merci here today. beaucoup pour l'invitation que it's a vous m'avez pleasure to come tendue talk pour to you, venir aujourd'hui. my C'est aim un is to plaisir help d'être you as best as I can with your inquiries. ici pour vous aider avec I'm votre going to enquête. speak in English. Je vais parler en anglais et je vous interpreter. remercie de m'avoir permis de parler en anglais via l'interprétation. Comme vous le savez, je suis Harry Davis, je suis journaliste avec The Guardian, où je fais du journalisme d'enquête. J'ai travaillé avec un groupe de collègues sur cette enquête basée sur un grand nombre de documents Uber. Donc, je vais commencer par vous présenter l'investigation. En janvier 2022, nous sommes allés à Genève pour rencontrer une source qui était à l'époque confidentielle. Nous nous sommes rendus compte que notre source avait beaucoup de documents et d'informations concernant l'installation d'Uber dans le monde, en Europe. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons étudié ces documents et les utilisés pour faire des investigations plus larges. Donc, ces documents sont 24 000 documents qui comprennent des emails, des messages, des WhatsApp, etc. Et nous avons découvert des informations qui dataient de 2013-2017 et qui venaient d'une quarantaine de pays en Europe et en Afrique, et concernaient des dirigeants de cette entreprise. Le Guardian a décidé de partager avec le ICIG pour travailler avec d'autres journalistes qui ont travaillé sur d'autres enquêtes comme les Pandora Papers, etc. Le ICIG a créé un groupe de journalistes dans des organisations comme le Washington Post et Le Monde en France, ainsi que Radio France. Et plus de 180 journalistes de nombreux pays ont finalement travaillé sur cette enquête. Et nous avons travaillé ensemble suivant ce modèle de l'ICIG pour partager les ressources et nos expertises. Nous nous sommes rendus au Monde et chez Radio France pour parler des enquêtes liées à la France et à Emmanuel Macron. Nos collègues au Monde ont été des partenaires clés et nous ont beaucoup aidés dans l'enquête. Entre avril et juillet de l'année dernière, ce groupe de journalistes ont travaillé ensemble pour continuer à étudier ces matériaux et pour faire des recherches pour vérifier ce qui a été trouvé, en vérifiant des ressources et en parlant avec des acteurs mentionnés dans les documents. Le 10 juillet, nous avons publié le premier reportage sur les Uber Files et sur les 3 jours suivants, nous avons publié différents aspects de cette enquête. Les Uber Files ont montré que Uber a trompé la police et a enfreint les lois et ont eu des pratiques illégales ou au mieux douteux. Cette collaboration a montré que Uber a poussé les frontières des pratiques habituelles de lobbying et a montré les
techniques utilisées. Uber voulait dépenser 90 millions de dollars en 2015, mais se sont rendu compte qu'il y avait beaucoup de résistance. Ces activités de lobby ont été montré des informations et les documents ont révélé la manière dont les activités de lobbying ont été installées et nous avons compris que les dirigeants d'Uber sont passés par-dessus les autorités afin d'établir des rapports de très haut niveau dans les gouvernements. Nous avons parlé de la boîte noire du lobbying et nous avons compris que les lobbyistes et les politiques ne montrent pas toujours ce qu'ils font. Et beaucoup de rencontres n'ont pas été enregistrées officiellement. Par exemple, avec les autorités de transport public à Londres. C'était semblable en France, où Uber a cultivé une relation proche avec Emmanuel Macron quand il était à Bercy. En Russie, cette stratégie d'Uber a amené Uber à rencontrer de personnes de très haut placées et il y a eu des accords avec des oligarques qui étaient très bien positionnés par rapport à Vladimir Poutine. Ce matériel montre que Uber a mis de la pression sur les gouvernements pour changer les législations et pour aider à installer l'économie des petits boulots et les pratiques de législation de travail a souvent un effet négatif sur les plus pauvres. Entre 2014 et 2016, Mark McGahn était lobbyiste pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. C'est lui qui a essayé de persuader les pays de changer leur réglementation concernant les taxis et il a été très haut placé chez Uber. Il reconnaît qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire et il parle de ses remords. Il dit que c'est lui-même qui parlait avec les représentants des gouvernements et qui a essayé de changer les réglementations et donc il a décidé que c'était aussi son devoir de raconter l'histoire. McGahn a donné ces documents, ces 124 000 documents et a été une sorte de témoin, mais l'importance de sa participation était surtout de donner ces documents. Et parfois, Uber a résisté à notre investigation, mais en général, ils ont reconnu qu'ils ont fait des erreurs par le passé, mais que leurs stratégies ont changé aujourd'hui. Aujourd'hui, Uber continue à croître et à fonctionner dans de nombreux pays. Les modèles de travail en Europe ont été étudiés plus en profondeur que parfois ailleurs dans le monde, mais ils continuent à fonctionner. La question qui reste, c'est qu'est-ce qui se passe quand les technologies
perturbe les systèmes et que les dirigeants de ces entreprises essaient de mettre pression sur les gouvernements. C'est peut-être la question que cette commission aimerait étudier. Et j'aimerais également souligner la décision difficile et courageuse prise par Mark McGahn l'année dernière. Nous dépendons de personnes comme lui pour nous expliquer les fonctionnements du pouvoir. Et si McGahn n'avait pas pris la décision de parler, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Pour ce témoignage introductif, Monsieur Davis. J'ai quelques questions et puis après je me tournerai vers la rapporteure. Déjà, je serais intéressé de savoir ce qu'il en est aujourd'hui au Royaume-Uni de la relation déjà économique sur le marché entre les VTC, les acteurs comme Uber et les taxis traditionnels. On connaît notamment les Black Cabs à Londres. Et ce qu'il en est de l'état de la régulation du secteur par les pouvoirs publics. Alors, la réglementation elle est bien différente de celle en français. C'est l'une des raisons pour laquelle Uber au Royaume-Uni, lorsqu'il il s'est établi là-bas en 2012, était potentiellement un marché particulièrement prometteur, puisque la filière des taxis n'était pas aussi réglementée qu'ici. Il y a effectivement les taxis de type Black Cab, plus traditionnels à Londres, qui, de plus en plus, ont adopté des méthodes de travail et des modes de travail qui se rapprochent de ceux d'Uber, et de fait, les chauffeurs ont dû se voir proposer plus de droits avec des avantages tels que des congés maladie, tels que d'autres droits tout à fait traditionnels des travailleurs. On pourra le retrouver, mais cette décision de la Cour suprême, vous vous rappelez en quelle année c'était? Je ne m'en souviens pas. Il y a eu différentes décisions qui ont été rendues, mais vous pourrez le trouver aisément. Du lobbying et de la transparence, vous avez mentionné notamment, je crois, un Official Transparency Register, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui sont les obligations ou les contraintes, les règles pour des décideurs publics britanniques lorsqu'ils interagissent avec des acteurs, soit comme des entreprises comme Uber ou des représentants de lobby? Il existe effectivement deux. Différentes modalités. De manière générale, qui permettent de déterminer les réunions qui ont été organisées, quel type de lobbying a été effectué. Au titre du code ministériel, tout d'abord, qui s'applique à tous les ministres, ils doivent publier les informations sur les réunions qu'ils tiennent avec des parties externes. Ces informations sont publiées sur le site du gouvernement de façon semestrielle. Des rapports semestriels sont donc établis. La fréquence peut être parfois, les journalistes auraient à y redire. Il y a une tendance au retard.
Par exemple, et là c'est une chose sur laquelle les journalistes du Guardian s'étaient penchés, pendant un semestre, il y aura peut-être 2 ou 3 réunions qui seront publiées par un ministre, et puis le semestre d'après, ce sera 50. Donc peut-être que toutes les réunions externes, effectivement, ne sont pas publiées. C'est cela que cela pourrait donner à penser. Donc voilà déjà une modalité qui existe au titre du Code ministériel, obligation pour tous les ministres donc. Deuxièmement, il y a un autre registre qui existe qui va s'appliquer aux consultants lobbyistes. Cette loi a été adoptée en 2014, assez récemment donc, et de ce fait, il y a un registre des consultants lobbyistes qui existe. Les entreprises de lobbying, à ce titre, spécialistes des affaires publiques, qui sont employés par une partie externe, qui sont payés pour réaliser des activités de lobby, eh bien, elles doivent aussi soutenir la publication d'informations concernant leurs clients, l'identité de leurs clients. Donc, le lobby va s'enregistrer, tout d'abord, auprès d'un organisme statutaire et devra ensuite publier des informations sur l'identité et la nature de leurs clients. Cela fait l'objet de critiques, cette modalité. Pourquoi? Eh bien, il y aurait différentes réformes peut-être qui seraient nécessaires. Tout d'abord, ce régime couvre uniquement les consultants lobbyistes. C'est-à-dire que si vous êtes un lobbyiste qui travaille en interne pour une multinationale telle que Google ou pour une entreprise spécialiste de la sécurité intérieure, eh bien là, ce type d'obligation ne s'applique pas pour vous, car vous n'avez pas le statut de consultant lobbyiste. Vous êtes lobbyiste en interne, salarié d'une grande entreprise. En outre, la personne qui est à la tête de cette organisation du registre des consultants lobbyistes a récemment fait la suggestion auprès de la Chambre des communes au Royaume-Uni qu'il faudrait inclure plus d'informations. Par exemple, des informations sur les ministres qui ont fait l'objet d'activités de lobbying, à quelle date, le sujet des réunions, alors que à l'heure actuelle, au titre du registre, c'est uniquement l'identité des clients qui doit être révélée. Merci. Et juste dernière question de mon côté. Est-ce que vous pouvez nous parler de la réaction politique, médiatique à vos articles au Royaume-Uni et si ça a entraîné un changement de législation ou un débat en tout cas sur un changement de législation, même si vous venez à l'instant d'évoquer par exemple quelques-unes des limites des règles d'encadrement du lobbying? Non. La réaction a été assez limitée, somme toute, puisque nos révélations s'inscrivaient dans la droite ligne de toute une série d'autres révélations sur les lobbies. Et donc, au Royaume-Uni, il y avait déjà cette conscience qu'il y a un besoin de réformer le régime du lobbying, qu'il y a des lacunes. Donc, au cours des 18 derniers mois, il y a eu bien d'autres scandales en matière de lobbying qui ont éclaté au Royaume-Uni et qui ont fait que ce sujet était déjà au cœur du débat public. Donc, nous, on est passé après tout cela. Notre impact politique de ce fait a été assez limité, même si, bien entendu, cela a renforcé la volonté du gouvernement de se pencher de façon sérieuse sur nos publications. La direction qui est prise en ce moment, c'est vraiment vers plus de transparence. Et donc, il y a des débats sur les mesures à prendre pour ce faire. Néanmoins, ce n'est pas notre travail qui a vraiment fait qu'on est parti dans cette direction. C'est juste qu'on s'inscrivait dans la droite ligne du reste.
il y avait déjà cette conscience qu'il fallait améliorer les choses. Merci. L'impact a été différent par rapport à la France, sans doute parce qu'en France, les révélations des Uber-Files ont montré plus de 17 échanges très particuliers, très significatifs pour les journalistes du monde. Concernant des dirigeants d'Uber et dont son premier haut placé, Travis Kalanick, et le ministre de l'économie de l'époque, actuellement président de la République. Et que ces différents échanges très significatifs ont aussi donné lieu à un moment donné à un deal entre Uber et Emmanuel Macron, un deal dont l'esprit allait à l'encontre de la décision du gouvernement de l'époque. À votre connaissance, dans l'ensemble des documents Uber Files, y a-t-il eu des sujets aussi particuliers, finalement mettant en cause l'impact des lobbies sur les modifications, soit législatives, soit réglementaires, au Royaume-Uni? Ça serait ma première question. Sorry, I didn't quite understand it. Quelle était votre question précisément? L'impact des lobbyistes sur la législation, est-ce que c'était votre question? If you can please switch off your microphone again, thank you. En France, on a pu avoir connaissance à travers les révélations d'Uber Files que l'action de lobbyistes d'Uber pour essayer de modifier soit la loi, la réglementation, à un moment donné avait eu un écho en la personne même du ministre de l'économie de l'époque, qui, à travers ce qu'il va appeler lui-même le deal, lors de la fermeture de l'application Uber Pops, et en échange d'une modification de réglementation sur la durée de la formation des VTC, cette affaire a montré à quel point il y avait eu, dans l'opacité, contre l'avis du reste du gouvernement, une volonté de modifier la réglementation dans l'intérêt du lobbyiste. Voilà, on a vu un résultat concret, non seulement de l'action de lobbyiste, mais de la disponibilité dans l'opacité, contre l'avis du gouvernement, d'un dirigeant français d'y souscrire. Est-ce qu'il y a eu des cas équivalents au Royaume-Uni de modification, soit du cadre législatif, soit du cadre réglementaire, dans l'intérêt d'Uber et dans cette opacité de la relation entre lobbyistes et décideurs publics? Thank you for just clarifying that. Merci beaucoup de ces éclaircissements. So the situation in UK was that La situation au Royaume-Uni était la suivante. although Uber was able to operate Uber fairly a pu freely, effectivement in London, there établir were ses opérations de façon assez libre, mais à Londres, en 2014-2015, the Transportation Authority, TfL, le TfL, qui est l'autorité de transport de Londres, et le maire étaient de plus en plus préoccupés par la façon dont Uber menait ses opérations à Londres. Et il y avait d'ailleurs eu un véritable retour très négatif contre Uber à cette époque. Mais ça se concentrait vraiment à Londres. Boris Johnson, à l'époque, était maire de Londres et ça se faisait vraiment en collaboration avec l'autorité des transports de Londres. C'était vraiment ce binôme-là qui était à la manœuvre. À la fin de l'été 2015, en septembre environ, à la fin de septembre 2015, le TfL, qui avait lancé un processus de consultation, qui a donné lieu à un certain nombre de propositions pour réglementer l'implantation d'entreprises telles qu'Uber, a donné lieu à l'adoption d'un certain nombre de contraintes pour Uber.
contraintes notamment à l'égard de son modèle économique. En vertu de certaines de ces propositions, il aurait fallu avoir un délai d'attente avant qu'un véhicule de VTC, type VTC, puisse être effectivement dépêché pour une course. Donc différentes contraintes concernant la précommande également de courses. Et Uber, bien entendu, n'en était pas satisfait. Voilà les propositions qui avaient été mises sur la table à la fin du mois de septembre. Les consultations se sont poursuivies jusqu'à la mi-janvier 2016. Et pendant cette période, d'octobre 2015 à janvier 2016, ces propositions étaient sur la table. Elles ont fait l'objet de débats. Et pendant cette période, il y a eu des activités très intensives de lobbying qui ont eu lieu. Le maire de Londres de l'époque, Boris Johnson, a même reconnu qu'il avait fait l'objet d'activités de lobbying intenses de la part de Downing Street et du cabinet du Premier ministre et de ce qu'on lançait également de l'équivalent de Bercy au Royaume-Uni. À la fin de cette période, un grand nombre des propositions qui avaient été mises sur la table et qui n'étaient pas favorables à Uber, eh bien, elles n'ont pas été retenues. Uber disait que ces propositions n'étaient pas retenues car elles n'étaient pas possibles, faisables, mais très clairement, à la fin du mois de septembre, ces propositions qui avaient été faites auraient dû réglementer Uber, mais étaient vraiment défavorables à Uber. Et il y a eu donc des activités de lobbying assez intenses qui ont été lancées par Uber auprès du cabinet du maire, une campagne assez agressive, très franche. Et au mois de janvier, le résultat, c'est que ces propositions n'ont pas été retenues. Il y a donc certaines choses qui restent assez floues. Que s'est-il passé exactement? Dans quelle mesure Uber a-t-il pu remporter la main du fait de ses activités de lobbying? Quoi qu'il en soit, à l'époque, notre ministre des Finances a déclaré à Uber qu'il aimait à penser que ces interventions avaient aidé dans les consultations. Merci. J'ai une autre question. Les révélations des Uber Files en France ont montré à quel point Uber, dans son activité intense de lobbying, n'a pas hésité parfois à avoir des tentatives de soudoyer des chauffeurs, voire même à rémunérer des chauffeurs pour qu'ils participent à des manifestations, à des mobilisations. Est-ce qu'il y a eu des manipulations de la sorte lors de mobilisations opposant les intérêts des taxis aux plateformes? Première question. Deuxième question, sur le statut de workers des chauffeurs Uber. Au final, est-ce que vous avez une estimation de leur revenu mensuel, puisqu'ils ne sont rémunérés par ailleurs qu'à la tâche en tant que telle et pas pendant les temps d'attente? Et avez-vous connaissance par ailleurs du volume horaire qu'ils ont pour accéder à ces rémunérations? Je sais bien que c'est une question bien précise, mais comme ce statut de workers, des travailleurs, correspond finalement, est assez proche d'un statut, tiers-statut, que les plateformes Uber essayent de défendre contre la présomption de salariat qui a été retenue par le Parlement européen. J'aurais aimé avoir des précisions sur les conséquences concrètes sur l'organisation, sur les traductions dans les conditions de rémunération des chauffeurs VTC pour Uber, que ce soit sur leur temps de travail et sur leur salaire en tant que tel à l'arrivée.
Okay, so with regard to the first question about Concernant la première question, was Uber involved in à savoir si Uber similar protests or a demonstrations as anyone in participé à France? des manifestations, I eh wasn't, bien, I didn't come across this. je n'ai pas rencontré Working on des a informations story comme, Uber was somehow comme celle-là. involved in the same way. Mas- There were certainly many demonstrations. Il y a eu taxi beaucoup drivers de and manifestations demonstrations, but as per the des chauffeurs de taxi et I saw no- certaines I saw contre-manifestations, no mais je evidence n'ai about pas that. vu de Um, preuves for, de participation de driver Uber situation dans ces and manifestations. monthly income. Concernant les Monthly revenus income, I des don't know. chauffeurs, des revenus mensuels, je ne connais pas. Je ne connais pas non plus le nombre d'heures qu'il faut faire pour avoir un niveau de revenu correct, mais nous savons qu'au début, Uber donnait des subventions aux chauffeurs et avec le temps, ces subventions ont été réduites, donc les chauffeurs ont été obligés de faire plus de courses toutes les heures pour gagner leur vie. Donc avec le temps, la position du chauffeur par rapport à l'entreprise est devenue de plus en plus difficile et intenable. Ce qui se passe aujourd'hui serait plus difficile à dire pour moi parce que les documents ne couvrent pas la période actuelle. Mais clairement, Uber montre les résultats financiers qui semblent suivre le ralentissement économique et le revenu des courses pour des conducteurs est assez élevé pour Uber, mais je suis désolée, mais je ne connais pas les statistiques spécifiques pour répondre à cette question. Merci beaucoup. J'aurais 3 questions très spécifiques à vous poser. La première a trait à la question fiscale, le deuxième au RGPD, le troisième à de la réglementation européenne. Uber, pour la première, Uber a son siège en Hollande. Elle a payé un impôt sur les sociétés extraordinairement faible en France, alors que c'est son second marché après les États-Unis, notamment parce qu'elle a un montage fiscal avec une holding aux Bermudes, elle a des systèmes de compensation sur ses licences. Avez-vous eu connaissance de lobbying spécifique en Europe et en France sur ce point-là, dans les documents que vous avez pu consulter? C'est ma première question. La deuxième touche à la protection des données personnelles, au fameux RGPD. Est-ce que selon vous, ou est-ce que vous avez eu connaissance du fait qu'Uber aurait pu avoir des actions de lobbying spécifiques sur le RGPD pour s'affranchir ou en tout cas amoindrir les obligations qui lui sont imposées? Et troisième question qui va à peu près dans le même sens que la deuxième, ça fait très longtemps qu'on a dans les cartons de la réglementation européenne des projets de réglementation spécifique numérique, DSA, DMA, qui ont fait l'objet d'intenses sessions de lobbying de la part notamment des GAFAM, je pense à Microsoft ou à Google par exemple. Est-ce que Uber a participé à ces sessions intenses de lobbying pour faire annuler ces projets ou en tout cas les amoindrir pour éviter des contraintes trop fortes pour son activité? Je vous remercie. Concernant la fiscalité, ce n'a pas été un sujet sur lequel je me suis penchée, mais j'ai d'autres collègues à l'ICIG
qui ont étudié cette question. Uber a développé une stratégie qui essayait de ne pas attirer l'attention sur la fiscalité de leur statut. Donc on a entendu les dirigeants parler de comment éviter ces conversations avec les autorités fiscales pour parler plus de la fiscalité des chauffeurs et non pas de la fiscalité de l'entreprise. Il y a Investigo qui est un partenaire ICIG néerlandais qui ont étudié ce qui s'est passé quand les autorités fiscales d'Europe, en France, en Belgique, au Royaume-Uni et en Suède ont fait des enquêtes sur la fiscalité d'Uber et ils se sont retournés aux autorités néerlandaises et nos collègues ont examiné le rapport entre les autorités fiscales néerlandais et Uber qui semblait être très proche. Et suite aux révélations des Uber Files, il y a eu une commission d'enquête créée aux Pays-Bas également. Mais la fiscalité n'a pas été le sujet principal de l'investigation du Guardian. Donc peut-être que Investigo et le ICIJ seraient plus à même de répondre à cette question. Et concernant la question suivante, je n'ai pas entendu parler de lobbying spécifique à ce sujet. Le sujet de protection des données a été posé en Russie. C'est souvent une question qui se pose. Uber a beaucoup parlé de cette question avec les autorités, mais je n'ai pas eu connaissance d'incidence de lobbying d'Uber par rapport au RGPD. Et concernant le lobbying de la directive européenne plus récente, bien, cette proposition a été proposée par la Commission après la période qui concernée par les documents que nous avons. Mais Uber faisait clairement il faisait du lobbying auprès des officiers de la Commission. Ils ont fait faire certains rapports pour essayer de défendre les arguments d'après lesquels les changements de pratiques de travail permettraient de continuer à fonctionner, faire continuer leurs pratiques et serait bon pour les économies des différents pays. On n'a pas d'autres questions, Madame Taillé-Paulien. Si, voilà, Madame la rapporteure en aura. Mais juste pour une note pour plus tard, je pense effectivement que les deux aspects, à la fois le lobbying plus récent sur DSA, DMA et les activités de régulation européenne, c'est un sujet très intéressant à creuser. Et d'ailleurs, en parenthèse, voir si les avancées en termes de régulation européenne permettent de répondre à certains des sujets qu'on évoque aujourd'hui. Et bien sûr, la question de la fiscalité, de toute façon, on a des auditions qui sont prévues spécifiquement là-dessus, mais qu'il faudra vraiment creuser en faisant aussi peut-être un peu de comparatifs internationaux là-dessus. Je pense que c'est un sujet très intéressant qui anime la France aussi, bien sûr, dans les enceintes internationales comme l'OCDE depuis quelques années. Madame la rapporteure.
Plusieurs questions encore. Pour réagir aux mots du président, je pense que la question fiscale, bien sûr, elle est extrêmement importante. Et c'est vrai que on peut constater en France un manquement de l'État assez total, hein, que ce soit sur la question du code du travail, que ce soit sur la question de la protection sociale et donc de la collecte des cotisations sociales, ou que ce soit sur le contrôle de la fiscalité, des manquements de l'État vis-à-vis des plateformes type Uber. Est-ce qu'il y a eu des manquements équivalents au Royaume-Uni? C'est-à-dire que nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a une multinationale qui arrive, qui impose son état de fait à l'état de droit, qui ne respecte pas l'état de droit, et ensuite qui fait son lobbying pour modifier l'état de droit. Mais on aurait pu très bien imaginer un État qui, avec tous ces instruments de contrôle et d'application et de respect de l'état de droit, soit pro-réactif vis-à-vis de la plateforme. Ça ne l'a pas du tout été. Est-ce que vous avez pu constater la même chose au Royaume-Uni? Première question. Deuxième question, je pense que Mark Magan, dans ses révélations, montre qu'il était quand même très au cœur des relations en France de lobbying avec les décideurs. L'était-il également au Royaume-Uni? Est-ce que, du coup, il a pu en fait avoir accès aux données et vous les transmettre, ou bien pensez-vous qu'il ne jouait pas un rôle aussi important au Royaume-Uni qu'en France, ou bien qu'il n'a peut-être pas transmis tous les documents qui étaient en sa possession, ce qui peut être une autre hypothèse. Et troisième question, mais peut-être que je charge un peu dans la même prise de parole mes questions. Les Uber Files ont montré en France, ont confirmé que Uber n'avait pas hésité à manipuler les médias, en instrumentalisant parfois des vraies fausses enquêtes économiques qui, dans une volonté de propagande et de faire croire que Uber crée beaucoup d'emplois, en étant vraiment très proactif vis-à-vis des médias en termes de communication. Est-ce qu'il y a eu des agissements équivalents en termes de campagne de quasi-manipulation au Royaume-Uni? So with regard to the first question, I mean Pour répondre à votre première question, I mean there are certainly examples of other companies who il existe d'autres entreprises qui ont été au cœur de scandales récents en ce qui concerne le lobbying et les tentatives de changer des législations et de pousser les objectifs politiques. Par exemple, il y a une entreprise qui s'appelle Queen's Hill qui a embauché David Cameron, l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni, qui fait du lobbying pour cette entreprise actuellement et qui a pu discuter directement avec les membres du gouvernement et surtout dans les bureaux du chancelier. Et il y a des exemples de ministres qui, après avoir quitté leur fonction de ministre, ont été recrutés comme conseillers ou membres des conseils d'administration de certaines entreprises. Et ces personnes, donc après, peuvent utiliser les rapports, les relations qu'ils ont cultivées pendant qu'ils faisaient partie des gouvernements pour aider à faire avancer les objectifs des entreprises. Et je pense que si vous cherchez d'autres exemples récents, semblables, de visibilité et d'un regard sur des entreprises et le rapport entre le lobbying et les rapports de haut niveau, cette entreprise pourrait vous intéresser. Concernant votre deuxième question, Mark Magan était responsable de nombreux pays et territoires. Il avait
des équipes qui travaillaient au Royaume-Uni également. Donc il était responsable de ses activités, il était responsable de ses équipes et a été présent lors de certaines réunions, mais il s'occupait de plusieurs pays, plusieurs territoires. Donc il y avait une équipe spécifique pour le Royaume-Uni et ils ont fonctionné de manière semblable qu'en France. Je ne pense pas qu'il ait caché d'informations concernant le Royaume-Uni. Il a été vraiment très, très ouvert et très direct quand il nous a contactés et quand il a partagé ses documents avec nous. Et il nous a expliqué son rôle au Royaume-Uni. Et concernant la troisième question, à propos des médias, nous avons publié un article sur les accords d'investissement entre Uber et d'autres entreprises, entre autres avec un groupe de médias au Royaume-Uni. Et ces efforts faisaient partie d'un effort plus large pour influencer l'opinion publique et l'opinion des politiques. L'entreprise a aussi pris soin quand ils ont mené la bataille pour Londres, comme on l'appelait dans notre article, ils ont fait très attention avec un journal britannique, un peu comme le Parisien, et avec lequel ils ont développé des relations dans ce journal qui s'appelle Evening Standard. Et effectivement, il s'agissait d'une entreprise qui avait des ressources sans limite et qui pouvait effectivement défendre leur position auprès des médias. Est-ce qu'on a d'autres questions de nos collègues? Non? Bon, écoutez, je pense, Monsieur Davis, qu'on peut vous remercier. Je veux vraiment vous remercier de votre disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. Il nous reste quelques mois dans cette commission d'enquête, donc il n'est pas impossible qu'à un moment on fasse appel à vous à nouveau, soit en présence ou en Zoom. Mais je vous remercie en tout cas pour vos réponses et pour le travail que vous avez fait de transparence sur ces sujets. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon retour à Londres. Merci. Thank you very much. Thanks. Merci beaucoup, merci à vous.